Débat proposé par Gérald Darmanin. Oui, on a un problème sur la question migratoire et on l'a vu lors de la dernière loi Asile-Immigration proposée par Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité est coupée en deux. Sur cette question, il y a une partie, mais c'est normal, parce qu'en fait, c'est là, sur les questions d'immigration et d'identité, que le en même temps ne fonctionne plus sur les questions d'immigration et d'identité. Soit vous êtes de droite, et donc ça veut dire pour davantage de fermeture, pour davantage d'intégration, voire d'assimilation. Soit vous êtes davantage de gauche pour davantage d'ouverture, et vous avez une vocation qui est universelle. C'est un débat qui a passionné la France, même la France révolutionnaire de 1789. Donc sur cette question, en fait, Elisabeth Borne sera contre, et toutes les personnes qui seront dites de centre-gauche ou appartenant anciennement au Parti socialiste chez Emmanuel Macron seront contre, et ceux qui seront de droite ou les nouvelles moraliers ou républicains seront pour. La question maintenant pour François Bayrou, et je pense que c'est celle-ci, c'est comment faire pour répondre aux attentes des Français qui ont été exprimées lors des dernières élections législatives. Vous parlez du score obtenu par le Rassemblement national. Exactement. Et il y a deux choses qui sont à tirer sur ça. Premier point, il y a la question de l'immigration, et deuxième point, il y a la question de l'identité, de l'assimilation, voire de la citoyenneté. C'est ça qui pose comme débat. Sur la question de l'immigration, il faut être très clair, c'est-à-dire que les Français veulent davantage de fermeture et davantage de régulation des flux migratoires. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils sont contre toutes les immigrations, mais ils sont davantage pour choisir l'immigration que pour la subir. On l'a vu très clairement concrètement en 2022, lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine. Des millions de réfugiés ukrainiens sont venus sur notre territoire, il n'y a pas eu de problème. Le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, beaucoup de gens viennent et décident de ne pas repartir. Et c'est le problème qu'on rencontre lors des OQTF, qui sont exprimés mais qui ne sont pas appliqués. Mais concernant le droit du sol, c'est quand même... Et sur le droit du sol, justement, on va y arriver. Pourquoi est-ce que je pense que c'est ça ? Ils veulent davantage contrôler que subir. C'est qu'en fait, avec le droit du sol, odieux du droit du sang, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont résidentes sur le territoire français, si elles ont un enfant, seront automatiquement français à l'âge de 18 ans s'ils décident de l'exprimer en préfecture. Et c'est ça, je pense, que les Français veulent contrôler, c'est-à-dire l'acquisition de la nationalité et l'acquisition de la citoyenneté. Et là, on arrive sur le deuxième débat, qui, je pense, est le plus important et qui est exprimé par François Bayrou et qui pose les vraies questions, c'est la question des droits et des devoirs qui sont impliqués à la citoyenneté. Aujourd'hui, on considère, allez, je vais faire une analogie, on considère que c'est un peu comme le McDonald's, c'est-à-dire qu'on vient et on choisit et on vient comme on est. Or, historiquement, je pense que c'est ça le sujet de la citoyenneté en France, c'est que depuis la Révolution française et depuis la Déclaration des droits de l'homme, on a mis des droits avec des devoirs. Or, on se souvient essentiellement des droits, mais on oublie tous les devoirs, qui est celle de payer des impôts, celle de respecter son concitoyen, celle même essentielle du pacte social qui fait qu'on doit vivre côte à côte, sinon on vivra face à face comme les disait Gérard Collomb lorsqu'il a quitté le ministère de l'Intérieur. Il dit même être déjà sur le calcul du budget 2026, ça veut dire qu'il estime qu'il sera là en octobre encore. Normalement, il sera là en octobre, mais ensuite, après, il y a une question de procédure. C'est-à-dire qu'on l'oublie souvent, mais en fait, la loi de finances obéit à une procédure qui est très stricte, notamment depuis qu'on a intégré le marché européen et surtout la zone euro. C'est-à-dire qu'en fait, les services de Bercy, pour le premier semestre, doivent contacter chacun des ministères pour leur dire, faites remonter les éventuelles économies ou éventuelles dépenses supplémentaires pour qu'on arrive d'ici juin et d'ici mai à ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire le moment où la France doit présenter une première copie à Bruxelles, parce qu'il faut quand même le rappeler, on est sous le coup d'une procédure de déficit excessif. Le deuxième point, c'est que François Bayrou est obligé de se projeter. S'il arrivait devant vous en disant écoutez, la semaine prochaine je vais tomber, donc du coup j'arrête et je vais partir en vacances ce week-end, ou je vais retourner à Pau ce week-end, ça sera compliqué pour lui. Le sujet pour lui, c'est de montrer qu'il est capable, d'incarner la stabilité, et que c'est lui qui a réussi à faire ce que Michel Barnier n'a pas réussi à faire, et surtout d'incarner la projection et une réponse gouvernementale aux différents problèmes qu'on rencontre. Le problème de l'immigration, le problème de l'économie, et surtout le fait de combattre l'impuissance publique et l'instabilité gouvernementale. Et donc lui essaye de se poser en disant regardez, moi j'essaye de trouver des solutions pour faire en sorte qu'on arrive à combattre le fléau qu'on connaît depuis juillet dernier, c'est-à-dire une Assemblée nationale ingouvernable avec 3 blocs irréconciliables. Et pour ça, il doit proposer différentes solutions et mettre en place la méthode qui l'a permis d'éviter la censure. Deuxième paramètre, c'est aussi pour assurer les acteurs économiques. C'est-à-dire que si vous arrivez devant les acteurs économiques qui sont aujourd'hui, qui font face à l'instabilité, et on sait que les acteurs économiques, notamment le patron du MEDEF, les différents grands patrons, préfèrent avoir un mauvais budget plutôt que pas de budget du tout, et il doit quand même leur répondre en disant regardez, j'ai un cap, regardez, j'ai une projection, et voici, je me prépare déjà. Et ça plaît aussi au marché financier, on a vu qu'ils étaient exactement. Et vous arrivez sur mon dernier point, c'est-à-dire qu'il doit quand même rassurer des marchés financiers, parce que la France emprunte plus que ce qu'elle dépense actuellement, donc elle a besoin de rassurer les marchés financiers pour pas que la charge de la dette soit trop importante et qu'on ne paye pas plus en charge de la dette que pour nos services publics, notamment l'éducation nationale ou nos services d'armée. Ouais. Si j'ai bien rien compris. Oui, en fait, le Parti socialiste est face à une situation qui est difficile pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, il doit être dans l'opposition, mais c'était évoqué, c'est l'histoire de la gauche, en fait, c'est la gauche de gouvernement, mais en même temps, elle doit être responsable. Et aujourd'hui, tous les partis politiques font face à la même situation depuis la censure de Michel Barnier. Respecter le mandat que nous ont confié les électeurs le 7 juillet dernier et
faire figure de responsabilité au nom de l'intérêt général, parce qu'on considère qu'en cas de censure, ça coûte très cher pour l'économie des Français, pour les acteurs économiques, etc. Donc, ils essayent entre les deux. Donc, comment vous faites en termes de traduction solférinienne pour la part du Parti socialiste ? Eh bien, vous dites que vous soutenez le budget en figure de responsabilité, mais que vous êtes dans l'opposition en présentant une motion de censure. Mais si la motion de censure a une chance d'être adoptée en figure de responsabilité, vous ne pouvez pas la voter parce que sinon, vous faites tomber un gouvernement. Donc c'est à peu près tout là qu'a choisi Olivier Faure pour montrer qu'il était dans l'opposition, mais en même temps qu'il ne voulait pas faire tomber le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire tomber le gouvernement ? Pour deux raisons précises. Un, en cas d'élection législative anticipée, il devra faire une nouvelle union avec la France insoumise, sinon ils perdent l'essentiel de leur groupe parlementaire qui sont au nombre de 63 si je ne me trompe pas. C'est bien impossible comme on l'a dit. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune chance de gagner s'ils ne font pas figure commune avec la France insoumise. Et deuxième point, les élections municipales. Or, les socialistes n'ont aucun intérêt à provoquer une élection avant les élections municipales qui, elles, leur seront plus favorables et à ce moment-là, ils pourront inverser le rapport de force avec les insoumis. Sur une élection nationale, présidentielle et législative, ils sont en dessous de la France insoumise. Par contre, sur une élection typique comme les dernières élections européennes ou les élections municipales, ils peuvent battre la France insoumise. Et la France insoumise, je fais une parenthèse, qui avait fait des territoires, ça aurait été la première fois qu'un LFI soit maire en Île-de-France. Ça, exactement. Et donc se pose la question notamment pour eux, parce qu'il y a 2 points. Comment le Parti socialiste arrive à garder le leadership à gauche, et ils ont plus de chances de garder le leadership à gauche sur les élections municipales que sur des élections législatives anticipées. Et autre point, c'est comment trouver nos stratégies. Aujourd'hui, Mélenchon fait figure de repoussoir non seulement pour l'ensemble des Français, parce que c'est la figure la plus détestée de tous les Français, pour 80% des Français qui pensent ça, mais même au sein des électeurs de gauche, 2 électeurs de 3 sur gauche considèrent que Jean-Luc Mélenchon est davantage un problème qu'un atout. Or, si vous êtes socialiste et si vous avez vocation à revenir à l'Élysée un jour, ou en tout cas à diriger le gouvernement, donc ça veut dire avoir une majorité absolue, vous devez récolter 51%. Vous ne pouvez pas le faire avec quelqu'un. Mais qui est capable, ça va être au sein du Parti socialiste, de faire ça Emmanuel Macron ? Oui, il a raison de l'être pour 2 raisons. La première, c'est que lui incarnait la Startup Nation. C'était un de ses slogans lorsqu'il a été élu président de la République en 2017, en fondant sa politique sur, l'attractivité économique et fiscale, et même l'attractivité des cerveaux. Il faut se rappeler qu'une des premières décisions qu'il avait prises, c'était de s'opposer à Donald Trump, qui s'était sorti de l'accord de Paris en disant « Make our planet great again », et en attirant les chercheurs du monde entier. Pourquoi beaucoup de chercheurs sont partis aux États-Unis. Justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème qu'il a eu, c'est-à-dire en fait, il avait une ambition qui était très forte, et forcément, ce n'est pas forcément suivi de résultats, même s'il y a eu des résultats économiques en termes d'attractivité fiscale qui ont été plutôt probants. L'autre point, c'est qu'en fait, on est un peu dans une situation qui est compliquée sur l'IA. Pourquoi ? Parce que nous, on sort un rapport ce week-end en vue du sommet et on voit bien en fait qu'en termes de retard, l'Europe a un décrochage économique et surtout technologique très important vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Alors que Elon Musk et Donald Trump vont réussir à attirer et financer plus de 500 milliards de dollars sur l'IA, nous, on a beaucoup trop de retard. Pourquoi ? Parce que là où les acteurs économiques comme les Chinois et Américains choisissent l'investissement, l'innovation et l'attractivité dans la bataille et la guerre des cerveaux, nous, on a préféré choisir davantage la régulation, la fermeture avec ce qu'on appelle l'IA Act européen. Qu'est-ce que c'est que l'IA Act européen ? Oui, c'était la semaine dernière, la Commission européenne. La Commission européenne, en fait, a préféré dire qu'il fallait mettre une sorte de principe de précaution à l'européenne sur les questions d'IA, un gendarme, plutôt qu'en fait de choisir plutôt des questions d'innovation. Or, il y a un problème de règles essentielles. Quand vous dialoguez avec toutes les personnes qui sont en études supérieures, et notamment ingénieurs, c'est qu'ils vont aller dans les meilleurs endroits où ils peuvent utiliser leur liberté de création et d'innovation. Donc, c'est-à-dire qu'une grande partie de nos ingénieurs qui sortent de centrales polytechniques et de nos meilleures écoles d'ingénieurs vont partir à l'étranger parce qu'en fait, il y a une meilleure liberté de création et d'innovation. Pour les chercheurs, mais est-ce que les Français préfèrent être dans un pays où sécurisé ? Ça, c'est un autre point et qui va être posé, je pense. Qui les protège des dangers de l'IA, parce qu'on le rappelle, l'IA peut être dangereuse. Mais le point essentiel, c'est ce que Emmanuel Macron dit dans un dernier point que vous avez cité sur lui. Il dit « l'IA ne peut pas être le Far West ». Or, on le sait avec les GAFAM, on le sait avec Twitter, c'est que ce n'est pas l'Europe qui choisit les règles, c'est que c'est les acteurs les plus puissants qui imposent leurs règles au monde entier. C'est parce que les États-Unis ont Facebook, ont Twitter, ont Amazon et l'ensemble des GAFAM qu'ils ont imposé leurs règles au monde entier. Donc celui qui a les plus grands acteurs, celui qui a la plus grande force de frappe, imposera ses règles au monde entier. Et je pense que c'est l'objectif d'Emmanuel Macron d'appeler un sursaut européen pour dire si on ne veut pas subir les règles mais les choisir, c'est à nous d'avoir des grands champions qui vont édicter leurs règles aux Chinois et aux Américains. Mais juste du budget, le timing est bien calculé ? Il y a 2 sujets pour Emmanuel Macron. C'est qu'un, il est au plus bas. Il n'a jamais été aussi bas dans les enquêtes d'opinion. Je crois que même à l'époque des Gilets jaunes, il n'est jamais tombé aussi bas. Et surtout, malgré le fait qu'il soit mis en retrait de la vie politique nationale depuis la nomination de Michel Barnier, c'est qu'il continue à tomber pour 2 raisons simples. C'est que les Français ne lui pardonnent pas la dissolution dans la mesure où ils considèrent que c'est une décision qui est irrationnelle et inexplicable. Et c'est ça qui a fait plonger le pays dans un chaos institutionnel. Et autre point,
c'est qu'il est jugé en termes de résultats économiques. Or, les résultats économiques actuellement français sont moins bons que ce qu'ils étaient pendant ces 7 premières années de mandat, avec un chômage qui est de plus en plus important, avec des défaillances d'entreprises, je crois 66 000 pour l'année dernière, une hausse de la dette, une hausse des déficits et une hausse des prélèvements obligatoires qui font qu'on est dans une spirale négative, une spirale économique qui est négative. Et pour ça, en fait, s'il veut retrouver un peu d'espace, il voit bien que le retrait et de ne pas prendre la parole ne l'aide pas. Ou le retrait des mesures, par exemple, contre les auto-entrepreneurs, qui auraient pu devenir un deuxième gilet jaune. Exactement. Il y a un certain nombre de points qui font qu'on est dans une mauvaise situation. Là, maintenant, il doit choisir les thèmes sur lesquels il veut intervenir. Je pense qu'il s'inspire des cohabitations de François Mitterrand de 86 à 88 et celle de 93 à 95. C'est-à-dire qu'en fait, il doit essayer, un peu comme l'avait fait François Mitterrand dans sa cohabitation avec Jacques Chirac ou avec Édouard Balladur, de se mettre en retrait et de choisir sur certains thèmes qui va être assez populaire pour gérer sa fin de mandat. Donc un peu comme François Mitterrand, il annonce une nouvelle construction au Louvre. François Mitterrand a fait la même avec la pyramide du Louvre. Autre point aussi, c'est qu'il choisit quelques thèmes qui non parlent pas uniquement aux actualités politiques, mais qui sont censés parler aux Français, c'est-à-dire directement sur des débats de société. Il a parlé de la question du péage, notamment en fait disant est-ce qu'il faut payer ou pas les péages avec de nouveaux moyens. Dont on vient de parler. Les fauteuils roulants. Et là maintenant, il prend un vrai débat qui est la question de l'IA. L'IA fait peur à tout le monde. Aujourd'hui, on voit davantage de défauts que davantage de progrès. Et il dit, c'est sa vision à lui, de dire qu'il faut être optimiste et qu'il faut saisir les sujets de l'IA parce que ça peut être une opportunité pour demain. Et c'est en prenant les débats de fond qu'il veut essayer de s'imposer et surtout perdurer par au-delà son mandat, la fin de mandat en mai 2027. Et vous le disiez aussi, c'est son domaine de